Sarah est une cliente EDF au tarif bleu. Elle reçoit sa facture, mais le montant a changé par rapport au mois dernier. Afin de comprendre pourquoi sa facture a augmenté, Sarah effectue une recherche sur Google. Elle est redirigée vers la page de réclamation d'EDF. Néanmoins, ça a l'air compliqué. Elle veut sa réponse au plus vite et décide d'appeler immédiatement au 3004. Pega Customer Service propose au téléconseiller une vue contextuelle complète du client. Il retrouve ainsi l'ensemble des informations nécessaires pour avoir une conversation pertinente avec Sarah. Pega détermine la meilleure action pour Sarah. Et parce que c'est calculé en temps réel, sa visite pour un problème de facture juste avant l'appel sur le site d'EDF influence la décision. Un problème sur sa facture est effectivement le motif de son appel. En un clic, le téléconseiller accède au processus d'explication de facture. Directement connecté au système de facturation, ce processus permet d'expliquer la grande majorité des questions liées aux factures, masquant ainsi la complexité des multiples transactions SAP souvent nécessaires pour comprendre le problème. En outre, l'article de la base de connaissances le plus pertinent est proposé automatiquement à l'agent pour fournir des explications complémentaires. Bien que satisfaite par cette réponse rapide, Sarah trouve toujours que son électricité est trop chère et demande s'il n'existerait pas des offres plus intéressantes. Pour ce faire, le téléconseiller recueille alors son consentement qui alimente le moteur Next Best Action et permet à ce moteur d'accéder aux dizaines d'offres de marché, offres vertes d'EDF, offres de services, mais aussi des filiales et des sociétés partenaires. De nouvelles propositions personnalisées sont ainsi instantanément recalculées avec l'aide de l'intelligence artificielle pour Sarah. Le moteur Next Best Action propose l'offre la plus adaptée à ses besoins, en prenant en compte tout le contexte de la cliente, notamment le fait que sa résidence secondaire soit en Bretagne. Ainsi, le téléconseiller a juste à se laisser guider et suivre l'argumentaire. Un prix un peu moins élevé, associé à un service de dépannage, convainc Sarah de basculer vers l'offre de marché. Sarah a maintenant un abonnement qui lui correspond, un peu moins cher, mais aussi respectueux de l'environnement et surtout supportant l'économie d'une région qui lui est chère. Pour EDF, Sarah est une cliente satisfaite, fidélisée sur le long terme, avec un vrai potentiel de vente additionnelle. Dorénavant, et sur tous les canaux, sites web, applications mobiles, réseaux sociaux, l'intelligence artificielle présente à Sarah les messages et les offres les plus pertinents parmi les dizaines disponibles. Et tout cela en prenant en compte ses actions et son contexte. En combinant une intelligence artificielle empathique à des parcours clients simplifiés et omnicanaux, vous proposez une expérience client d'exception tout en maximisant vos revenus. Ben c'est magnifique que la pub vienne de parler d'empathie parce que c'est typiquement de ça qu'il est question avec Pinchasa. Alors ce soir, on va vous parler en fait d'un cas d'innovation de business model et typiquement le cas de Facebook. Mais avant ça, comme toujours, un petit rappel de où on est ici avec Pinchasa. Eh bien nous, c'est Pinchasa, hein, comme vous le savez, pour ceux qui nous suivent depuis plusieurs mois. Ce qu'on fait, c'est quoi? C'est du business design. Et on aide les entreprises à devenir le Apple de leur secteur en se basant sur 3 leviers de profitabilité. Le premier levier de profitabilité, c'est le business design, ce dont nous allons vous parler. Le second pilier de profitabilité, c'est l'identité forte, l'unicité, l'ADN de marque, donc la marque. Et le troisième levier de profitabilité, c'est l'experience design. Ce qui est vraiment très important à retenir, c'est qu'on parle de profit, pas de revenu. Donc, pour un même revenu, l'entreprise qui gagne, c'est celle qui est capable de générer de manière structurelle et sur le long terme le plus de profit. Lorsqu'on parle de business design, à un moment ou à un autre, on en arrive à parler de business model innovation. N'oubliez pas, pour ceux qui nous ont déjà vus, le business model Canva, c'est une chose, c'est très bien, c'est pour constater un business model que vous avez déjà ou que vous êtes en train de construire, on va dire, pour la première fois. Le business model innovation, c'est tout autre chose et on va surtout parler de ça aujourd'hui, après un petit rappel, évidemment, de ce dont il est question.
Alors, c'est quoi le business design? De manière générale, dans business et dans design, vous avez le mot business, mais vous avez aussi le mot design. Et qui dit design dit méthodologie design. Dans le business design, on part donc de l'empathie avec l'utilisateur final ou le client final, de manière générale, les parties concernées par ce qu'on veut mettre en place ou autre. Donc l'empathie. Vous y appliquez l'ensemble des méthodologies design, qu'on ne va pas voir aujourd'hui, mais on en reparlera, et vous appliquez ces méthodologies à ce qu'on appelle un challenge business, ce qui a pour conséquence d'augmenter très, très, très drastiquement les profits pour une raison assez simple, c'est que quand vous faites pour les gens ce qu'ils veulent que vous fassiez pour eux, ils ont tendance à vous payer beaucoup plus que si vous ne le faites pas. Donc, voilà, ça, c'est pour le petit rappel de ce qu'est le business design. Mais pourquoi faire du business design, Maxime? Bien, tout simplement parce que vous l'avez sans doute remarqué, depuis une vingtaine d'années, on va dire, le monde n'est plus ce qu'il était avant. Alors, au XXe siècle, les recettes business étaient connues. Si vous saviez comment faire pour gagner de l'argent, il suffisait de faire plus de la même chose pour avoir encore plus d'argent et plus de profit. Tout cela a progressivement changé vers la fin du XXe siècle et le 11 septembre 2001, un premier tremblement de terre planétaire est arrivé. Les attentats du 11 septembre ont bousculé déjà pas mal la planète business, hein, en rendant les déplacements plus compliqués et en commençant à mettre toutes sortes de restrictions sur les transferts d'argent internationaux, etc. Oui, 7 ans plus tard, on a eu la crise de 2008, la chute de Lehman Brothers, ces énormes institutions financières qu'on croyait incapables de tomber sont tombées. Les répercussions ont été énormes, des milliards et des milliards de dollars se sont envolés dans les bourses. Et puis, plus récemment, hein, difficile de trouver quelqu'un sur Terre qui n'est pas au courant qu'on est dans une pandémie de Covid depuis 2 ans et que là aussi, les implications ont été terribles sur la planète business et évidemment la planète tout court dans ce cas-ci. Alors, pourquoi faire du business design? Parce que quand tout va bien, quand vous êtes dans un environnement connu et stable, quand vous savez que si vous prenez telle et telle décision, vous allez arriver à, ça va provoquer telle conséquence et vous aurez donc ce résultat attendu et ce n'est que finalement l'intensité de vos efforts qui va donner un grand résultat ou un résultat plus petit. Bien, ça, c'est ce qu'on appelle le business management. Le business management, c'est ce qu'on apprend principalement à l'école, c'est-à-dire faire tourner des entreprises qui fonctionnent dans un environnement connu où les surprises sont relativement faibles, vu que plus vous devenez gros et plus c'est difficile de vous faire balayer par un concurrent qui n'était pas déjà gros et donc que vous ne connaissez pas déjà. Maintenant, tout est incertain. Alors, j'ai parlé de tous ces tremblements je veux dire, externes au business, hein, le 11 septembre, les crises financières, le Covid, mais évidemment, il y a aussi un autre aspect, c'est l'Internet et les technologies. Les technologies révolutionnent tout. Les plus grandes entreprises du monde, maintenant, en termes de capitalisation boursière, n'existaient pas il y a 20 ans, pour la plupart, ou étaient encore toutes petites. Et elles n'ont pas été créées par de riches familles d'industriels qui avaient déjà du capital depuis plusieurs générations. Non. Mark Zuckerberg a fait ça tout seul. Et voilà, Facebook est arrivé et est devenu ce qu'il est devenu. Et donc, cet environnement demande une autre approche du business parce qu'il est nécessaire d'être beaucoup plus réactif et donc de pouvoir prendre des décisions beaucoup plus rapidement et des décisions dont on ne sait pas ce qu'elles vont donner. Et en fait, même plutôt proactif que réactif. Et évidemment, proactif, parce que la seule chose qu'on sait maintenant, c'est que tout va changer tout le temps. On ne va pas revenir à un environnement stable et certain avant un bon petit temps vu tout ce qu'on peut observer. Et donc, la seule manière de survivre et au-delà de ça, de prospérer, c'est de toujours penser en avance et donc de toujours réfléchir à quelles sont les autres manières de gagner de l'argent, de faire du profit qui peuvent être créées pour apporter de la valeur
à un groupe de cibles qui, en retour, sera prêt à vous payer, vous apporter une contre-valeur plus grande que ce que ça vous a coûté de produire la valeur pour que vous puissiez avoir un profit et développer votre entreprise. Alors, je m'arrête une demi-seconde pour souhaiter la bienvenue notamment à Boubacar et Ndaï. J'ai pas toujours de la facilité à prononcer. N'hésitez pas à vous exprimer si vous avez la moindre question ce soir. Nous sommes tout seuls, Mais oui. sans Douglas. Du coup, c'est à vous qu'on posera toute une série de questions. Alors, nous, ce soir, on va parler, et vous l'avez vu dans l'annonce, c'est qu'on va parler du cas Facebook. Facebook, c'est l'exemple de ce que Maxime disait. Il a toujours été en croissance, il a toujours eu toujours plus d'utilisateurs qu'hier, il a une valorisation boursière de plusieurs centaines de milliards, pas millions, milliards. Je pense plusieurs centaines, je me demande si c'est pas 1 millier de milliards. Oui, il était presque à 1 millier de milliards. Il était presque à 1 millier de milliards et puis, pouf, il y a quelques jours, on nous annonce que Facebook a une valeur boursière qui a chuté de 23%. L'impossible depuis plus d'une dizaine d'années est arrivé, comme quoi rien n'est aussi incertain finalement que tout ce qu'on croit qu'il est. Et donc même pour une boîte comme Facebook, elle peut faire face à des revers extrêmement importants. Et là, ce qui s'est passé, c'est que Facebook a annoncé avoir perdu 1 million d'utilisateurs actifs, et c'était la première fois depuis le début de son activité, avec la conséquence que le marché a perdu confiance en la capacité de Facebook à continuer à gagner de l'argent, et on va vous l'expliquer un peu plus tard, pourquoi est-ce qu'il faut toujours plus d'utilisateurs actifs à Facebook. Et donc, vu cette mauvaise nouvelle, 230 milliards de dollars, soit 23%, ont été perdus par l'action Facebook. Mais, et c'est ça le plus important, nous, on ne s'inquiète pas pour Facebook. Et pourquoi on ne s'inquiète pas? Parce que contrairement à énormément d'entreprises qui, face à une telle situation, seraient juste mortes, Facebook est passé très, très, très souvent proche de la mort et pourtant Facebook s'est systématiquement relevé. Alors, il y a ce qu'on sait de Facebook qui s'est relevé, à savoir que Facebook a racheté Instagram. Lorsque Facebook était un petit peu en chute d'utilisateurs, ils ont décidé d'acheter Instagram parce que Instagram avait le vent en poupe. Et puis, lorsque ça a recommencé, que Facebook était en chute d'utilisateurs, c'est très simple, ils ont racheté WhatsApp. Du coup, Facebook aujourd'hui, c'est la plateforme Facebook, Instagram, WhatsApp et aussi toute une myriade de plus petits acteurs, mais en tout cas, les 3 plus gros, ce sont ceux-là. Alors, ce qu'il est important de savoir, et ce que Facebook a très très bien compris, c'est non seulement ce qu'est un business model innovation, mais surtout ce qu'est un business model. Et quand on est Facebook et qu'on comprend que ce qui importe, c'est la valeur, tant la valeur qu'on crée, que la valeur qu'on délivre, donc la manière dont on délivre cette valeur, et la valeur qu'on capture. Facebook a compris ça, donc si Facebook remarque bien que les gens ne perçoivent plus autant de valeur à son réseau social parce que, par exemple, il y a TikTok, eh bien, Facebook qui a compris ça aura probablement tendance à se focaliser sur ce qui importe à ses utilisateurs. N'est-ce pas, Maxime? Tout à fait. Alors, je vais expliquer, pour rappeler, ce que Facebook risque de faire, c'est de repasser par la case innovation de business model maintenant qu'ils sont en chute libre. Et c'est quoi l'innovation de business model? C'est très simple. Ce sont 4 éléments qui fondent un business model. Et pour ceux qui veulent plus d'explications, je vous renvoie au webinaire du mois dernier où on a expliqué ça en long et en large. Mais souvenez-vous qu'un business model, en gros, simplifié, c'est 4 éléments. À qui on s'adresse? Ça, c'est le who au centre. Et c'est par là qu'on commence. On a dit empathie, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on veut lui offrir comme valeur? Quelle est notre proposition de valeur? Comment on veut améliorer sa vie, en gros, ça c'est le what. La troisième dimension, c'est le how, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire notre popote interne pour être sûr que
cette valeur soit systématiquement délivrée comme on l'a promise au who. Et enfin, le quatrième élément, c'est le why, c'est-à-dire quel est le mécanisme de profit, donc qu'est-ce qui va faire que le coût généré par le fait de devoir distribuer cette valeur à cette cible, qu'est-ce qui va faire que cette cible sera prête à nous payer plus que ce qu'on a déboursé pour la servir. Ça, ce sont les 4 dimensions d'un business model. On parle d'innovation de business model lorsque on a 4 dimensions qui sont d'un certain type et que, pour une raison ou pour une autre, on en change au moins 2. Pas une, mais 2. Donc, on peut en changer 3, on peut en changer 4, mais c'est à partir de 2 dimensions modifiées qu'on parle de business model. Tout à fait. Alors maintenant, on va arriver au cœur de ce webinaire et on va décortiquer un petit peu les différentes étapes et les différents business models que Facebook a mis en œuvre pour devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Alors, pour comprendre bien les innovations que Facebook a créées progressivement, il faut partir à avant Facebook. Alors, avant Facebook, donc pour ceux qui connaissent un petit peu la petite histoire, Mark Zuckerberg était à Harvard et à Harvard, donc pour ceux qui ne connaissent pas Harvard, c'est une université très prestigieuse aux États-Unis, d'où sortent énormément de gens qui vont, après être sortis de Harvard, obtenir des postes importants au gouvernement, dans les grandes entreprises, dans les grandes institutions, etc. En général, on ne sort pas de Harvard et après ne pas avoir une carrière qui en fait rêver plus d'un. Donc, avant Facebook, à Harvard, ils éditaient chaque année un annuaire des étudiants. Un annuaire des étudiants, mais qui permettait à tous ceux qui étaient sortis de Harvard de commencer leur carrière professionnelle avec un petit livre, avec plein de gens, généralement issus de bonnes familles, qui avaient fait les études dans une des meilleures universités des États-Unis et donc qui constituait un début de réseau vraiment assez intéressant pour commencer sa carrière. Ça fait toujours des gens qu'on peut contacter en disant « Ah, j'étais moi aussi à Harvard en 1993 et vraiment, il faudrait qu'on se revoie, j'ai des choses à discuter avec toi. » Et donc, Harvard publie encore chaque année un annuaire en papier. Alors, cet annuaire, il est rempli avec les informations que les étudiants ont données à l'université et rassemblé dans un document que les anciens étudiants et peut-être d'autres aussi peuvent acheter. Et donc, à l'heure actuelle, ce yearbook de Harvard coûte toujours 130 $. Donc, c'est quand même un petit montant pour avoir accès à toutes ces informations. Chaque année. Chaque année. Donc, 5 ans d'université à Harvard, ça représente quand même un petit montant. On va dire 650 ou... Oui, si on l'achète chaque année, oui, mais après, on peut aussi l'acheter toutes les autres années, évidemment, si on veut rester à jour et toujours avoir la liste de tous ceux qui sont sortis de Harvard. Et donc, qu'a fait Mark Zuckerberg avec Facebook? Bien, il a appliqué un business model qu'on appelle la digitalisation. Alors, comme vous le voyez sur la présentation, mais il a, pour ce faire, modifié 3 éléments du business model. Ce qui en fait déjà une innovation. Ce qui en fait une innovation. Alors, c'est quoi la digitalisation? Eh bien, c'est très simple, c'est transformer un produit ou un service qui existe dans le monde physique en une version digitale. Rien de bien sorcier. Oui. Les exemples sont évidemment de plus en plus nombreux avec l'Internet qui a explosé ces dernières dizaines d'années. Mais si on veut citer les exemples les plus courants, on a l'éducation. Avant l'éducation, on devait aller physiquement dans une université, être présent à l'heure au cours des professeurs qu'on suivait, être là tous en même temps, et il y avait peu de flexibilité par rapport à ça. Maintenant, vous pouvez suivre en ligne des formations quand vous voulez. Vous vous connectez quand vous en avez envie, vous regardez vos vidéos, vous lisez vos syllabus,
vous faites les tests qui, eux, peuvent encore être à à des moments précis, mais vraiment, la digitalisation de l'éducation a apporté toute cette nouveauté qui fait que on n'est plus tenu d'être là physiquement à un moment précis. Un autre exemple, c'est la location de films ou de séries. Avant, on devait se rendre là aussi physiquement dans un vidéo shop, un vidéo store, où toute une série de cassettes vidéo et puis de DVD étaient là à la location. On les prenait, on payait et on les ramenait quelques jours ou une semaine plus tard. Maintenant, avec Netflix, par exemple, plus besoin de se déplacer. Il y a là un catalogue énorme de vidéos disponibles. Il suffit de payer son abonnement et on a accès à cela. Alors, pour vous aider à comprendre bien les innovations de business model dont on va parler aujourd'hui, on va vous donner un petit exemple qui va vous suivre sur tous les business models dont on va parler et qui est la recherche d'emploi. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que chaque innovation de business model de Facebook est propre à Facebook. Une innovation de business model, ce n'est pas figé. Des tas d'entreprises peuvent les appliquer différemment. Et ce qu'il est important de retenir, c'est que c'est le principe. Le principe de la digitalisation, ici, on va l'appliquer à la recherche d'emploi. Alors, avant l'Internet, pour avoir accès à des offres d'emploi, en général, on devait se rendre dans une agence de placement. Et dans cette agence de placement, on déposait son CV et on avait accès aux offres d'emploi qui étaient disponibles dans cette agence de placement. Avec la digitalisation, ces agences ont commencé à mettre en ligne les offres d'emploi qu'elles avaient reçues. Et donc, les demandeurs d'emploi pouvaient consulter en ligne directement les offres disponibles. Et ces agences pouvaient, par exemple, fournir des services pour améliorer l'attractivité de son CV ou améliorer l'attractivité d'une offre d'emploi pour que les employeurs aient des offres d'emploi qui attirent les meilleurs profils. Mais du coup, en gros, la digitalisation, elle modifie quelle dimension? Alors, elle en modifie au minimum deux. C'est le how, parce qu'une partie des process et des fonctions du business model original sont reproduites en ligne. Et donc, forcément, ce n'est pas la même chose d'avoir des offres d'emploi affichées sur une vitrine d'une agence et les mettre en ligne. Et le what, parce qu'une fois qu'on passe en ligne, on peut apporter toute une série de nouveaux produits et services qui n'existaient pas avant. Et donc là, par exemple, les agences peuvent donner des conseils facilement à tous les demandeurs d'emploi et les employeurs pour qu'ils soient plus attirants, soit en tant qu'employeur, soit en tant que demandeur d'emploi, et comme ça, attirer plus de gens sur son site d'offre d'emploi. Et Donc, coup, et donc, ça, ce sont les deux principales, les deux cadrans, les deux principales dimensions, merci Laetitia, du business model qui sont modifiées. Mais si on regarde maintenant chez Facebook, on voit qu'il y en a une troisième. Pourquoi? Parce qu'il a modifié donc, il n'a pas modifié le who, on est toujours sur les étudiants de Harvard, mais par contre, le yearbook en papier est devenu un réseau social où chacun décide de ce qu'il affiche comme données personnelles et de qui peut les voir. Il a modifié le how. Maintenant, c'est une interface d'utilisation où les données sont mises à jour en temps réel avec des serveurs pour stocker toutes ces données et les rendre disponibles aux utilisateurs qui se connectent. Enfin, le why, pourquoi est-ce que les étudiants de Harvard, au départ, ont été très intéressés de rejoindre cette nouveauté? Eh bien, d'abord parce que c'était l'équivalent d'un club social. Alors, les clubs, ce sont des cercles fermés où les gens se rassemblent pour leurs affinités et dans lesquels il n'est pas toujours facile d'entrer si on ne correspond pas aux critères d'admission du club. Pour ceux d'entre vous qui ont vu The Social Network, qui retrace un petit peu et qui romance l'histoire de Facebook, vous découvrirez ou vous vous souviendrez que au départ, la frustration de Mark Zuckerberg, c'est de ne pas avoir été admis
dans je ne sais plus quel club et que son ami, lui, ait été admis. Je ne sais plus si c'est le Pélican ou je ne sais quel club. En tout cas, c'est une véritable frustration pour lui, ce qui explique notamment qu'il a eu cette idée, si on en croit en tout cas le film. Tout à fait. Et ce n'est pas tout. Parce que vous me direz, bon, rejoindre les clubs, ils pouvaient toujours le faire encore assez facilement dans les clubs physiques qui existaient autour. Mais la petite fonctionnalité qui était dans le Facebook initial Et qui a fait son succès. et qui a fait son succès, c'est que vous pouviez savoir aussi qui était célibataire et qui ne l'était pas. Et ça, pour des étudiants dans la vingtaine, ça constitue des informations en or. Capital. All right. Alors, évidemment, Facebook ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui s'il n'avait pas continué à se renouveler. Vous, ce que vous voyez peut-être de l'extérieur, c'est toutes ces nouvelles fonctionnalités de Facebook, mais il y a eu un véritable séisme, j'ai envie de dire, dans l'évolution de Facebook qui fonctionnait déjà plutôt bien. C'est en fait le business model qu'on appelle double facette. En anglais, two-sided market. Donc, c'est un marché, par définition, à double facette, là où il y a deux types d'acteurs. Et là, comme vous le voyez en rouge, il y a les 4 éléments du business model qui ont été modifiés par Facebook. Mais la première chose que vous devez comprendre, c'est ce qu'est ce fameux marché double. Effectivement, très, très, très tactique, Boubacar. Et ce n'est pas la fin. Le marché double facette, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il facilite les interactions entre deux groupes de personnes qui sont complémentaires sur un réseau où ils vont avoir les uns face aux autres un bénéfice mutuel d'être sur ce réseau. Et la particularité, c'est qu'il y a un intermédiaire au milieu d'eux qui les régule, ou bien simplement une plateforme qui les régule aussi, mais par des algorithmes. Alors, ce que fait ce business model, c'est que typiquement, il modifie 3 dimensions du business model. La dimension who, comme vous le voyez à l'écran pour Facebook, il y a maintenant 2 groupes complémentaires. Il n'y a plus seulement les étudiants de Harvard, mais il y a aussi des annonceurs. La dimension what, et là c'est très important de le retenir parce qu'en fait, lorsque vous avez un marché à double facette, il faut absolument être extrêmement conscient que vous devez avoir le plus d'utilisateurs possible d'un côté ou de l'autre, parce que c'est le nombre d'utilisateurs du premier groupe qui attirera le nombre d'acteurs du deuxième groupe. Moi, j'appelle ça le double network effect, le double effet de réseau. Alors, moi, je vais donner un exemple beaucoup plus terre-à-terre qui n'est pas du tout digital, c'est quand vous sortez en boîte. Moi, j'ai remarqué un truc, c'est que quand j'étais beaucoup plus jeune et que j'aimais bien sortir en boîte, pour les filles, c'était gratuit. Pour les filles, c'était gratuit. Pourquoi? Parce qu'en fait, les garçons, eux, allaient en boîte parce qu'il y avait plein de filles. Et donc, c'est un marché à double facette, au sens basique, on va dire, du terme, c'est-à-dire que les gérants de boîte savaient très bien que si ils faisaient entrer beaucoup de filles, qui venaient, elles, entre copines, etc., toutes contentes d'y aller juste pour boire un verre et danser, eh bien, elles allaient attirer énormément de garçons. Et donc, c'est aussi simple que ça. Maintenant, pour le penser de manière un peu plus professionnelle, on va reprendre l'exemple de la recherche d'emploi, où vous avez, dans ce marché à double facette, d'un côté, les employeurs qui mettent en ligne eux-mêmes les offres d'emploi, et de l'autre côté, vous avez les demandeurs d'emploi qui mettent leur CV en ligne eux-mêmes et qui répondent aux offres d'emploi. D'accord? Donc là, vraiment, on reste là-dedans. Et pour en revenir au cas Facebook, une fois qu'ils ont dépassé la simple digitalisation et qu'ils sont entrés dans le business model de double facette, eux, ils ne se sont pas contentés des 3 éléments typiques à modifier, mais carrément un combo, quoi. La totale, ils ont vraiment tout fait et ils ont été simplement logiques avec eux-mêmes. Ils ont ajouté les annonceurs dans la dimension de who. Ils ont, dans la dimension de what, ils ont évidemment, pour les annonceurs, ajouté une interface de création et de diffusion de publicité. Ils auraient très bien pu ne pas changer le what et ce serait donc des annonceurs et puis que ce serait par téléphone
qu'ils auraient permis aux annonceurs de le faire, hein, de faire leur publicité. Et pour la petite histoire, sachez que ce changement de business model ou cette évolution de business model ne s'est pas faite du jour au lendemain. Il y a un moment où Facebook allait clairement pitcher son projet auprès d'annonceurs un par un, récolter l'argent, et une fois qu'ils avaient récolté l'argent, eh bien, ils mettaient une grosse bannière publicitaire. C'est ce qu'ils ont fait avec Visa au tout début de Facebook, et Visa a reçu énormément d'étudiants qui sont venus acheter des cartes Visa, enfin, ou souscrire à des cartes Visa, rien que parce qu'ils avaient fait une journée ou une semaine, je ne sais plus, d'apparition sur le réseau Facebook. Donc, Facebook a été jusqu'au bout, il a changé la dimension What en mettant une interface de création et de diffusion en ligne de publicité. Il a changé le how, c'est-à-dire qu'il a développé des outils de gestion et d'analyse de campagnes publicitaires, mais il a aussi grossi sa communauté le plus possible. Et souvenez-vous que Facebook a racheté Instagram et WhatsApp bien plus tard, tout simplement parce qu'à partir du moment où vous avez un two-sided market, vous avez la nécessité d'avoir toujours plus d'utilisateurs d'un côté pour avoir les utilisateurs de l'autre côté. Et donc, accroissement de sa communauté, mais aussi ajout d'outils de gestion et d'analyse, en plus de l'entretien des serveurs, parce que tout devient plus complexe. Alors, au niveau du why, c'est très simple. Ce que les annonceurs ont vraiment apprécié, et la raison pour laquelle ils étaient prêts à payer plus, ou payer tout court, Facebook, c'était que contrairement aux autres acteurs du marché à l'époque, sur Facebook, il n'y avait pas d'intermédiaire. Il était donc possible d'avoir une gestion indépendante dans sa publicité et d'appuyer simplement sur le bouton X, Y, Z, et qu'à l'époque, maintenant c'est peut-être plus autant le cas, mais qu'à l'époque c'était très facile de mettre de la publicité et de la diffuser, mais surtout d'analyser et de voir un petit peu quelle est la rentabilité de la publicité, la campagne qui était en diffusion à cet endroit-là. Je ne sais pas comment le dire autrement. Donc voilà, ça c'était vraiment le deuxième gros business model que Facebook a ajouté au premier business model. C'est important de savoir que l'un n'a pas eu lieu sans l'autre, il a été simplement l'embryon. Ensuite, il a ajouté une deuxième couche, et ensuite, il a en fait ajouté carrément une petite particularité, Maxime, à ce marché de double facette. Tout à fait. Et il a rajouté ce qu'on appelle le business model de revenus cachés. Alors, maintenant que le temps est passé, il faut bien l'avouer, de moins en moins de gens qui se disent que l'utilisation de Facebook est réellement gratuite. Hein. Au début, c'était le cas. Au début, Facebook disait « Facebook, c'est gratuit et ça le restera toujours ». Ça, c'était uniquement pour les utilisateurs. Mais à la fin, il faut bien se rendre compte que avoir tous ces ingénieurs et ces informaticiens qui travaillent, ces serveurs qu'il faut entretenir, garder suffisamment frais pour qu'ils ne fondent pas et qu'ils doivent être suffisamment rapides que pour gérer tout ce flux d'utilisateurs et de médias en même temps, vidéo, photos, etc. Mais tout ça, ça coûte de l'argent. Et donc, il faut bien que quelqu'un le paie. Et donc, ce que Facebook a fait, et même si ça c'était déjà un petit peu compréhensible avant, c'est que ce sont les annonceurs qui payent pour mettre leur publicité devant les utilisateurs qui correspondent à leur cible. Mais ce n'est pas toujours comme cela. Donc, le fait que ce soit une des deux parties qui paye pour l'utilisation de l'ensemble, ce n'est pas toujours comme ça. On pourrait avoir une troisième partie. Ouais. Si, au début de Facebook, le gouvernement américain avait trouvé que c'était une bonne idée et que son peuple en sortirait vraiment grandi de cette interaction entre des entreprises et des privés dans un monde virtuel, eh bien, l'entièreté de Facebook aurait pu être financée par le gouvernement américain, qui aurait dit « mais c'est génial ». Ça va booster le business, toute l'économie, ça va connecter les gens entre eux, c'est très bénéfique. Donc, ça pourrait être encore une troisième partie. Mais ici, ce dont on parle, c'est qu'une des deux parties va payer pour les autres. Pour l'autre partie.
Alors, si on revient à l'exemple des chercheurs d'emploi, eh bien, par exemple, sur un site de recherche d'emploi, les employeurs, généralement, payent pour mettre leur offre en ligne. Puis, ils peuvent payer un peu plus pour que leur offre d'emploi soit sur la première page des résultats quand les demandeurs d'emploi viennent visiter le site. Et puis, ils peuvent encore payer beaucoup plus pour que l'équipe qui gère la plateforme leur présélectionne les meilleurs candidats par rapport à ce qu'ils recherchent. Tout cela, ce serait alors une plateforme pour trouver de l'emploi où les employeurs financent la plateforme et ceux qui travaillent derrière et évidemment les bénéfices que cette entreprise fait. Et donc, les revenus cachés modifient en fait les mêmes éléments que le double facette, en tout cas pour Facebook. Comme on le dit, ici, le but, c'est de vous expliquer un petit peu le principe, parce que ça peut s'appliquer, et ça s'applique d'ailleurs beaucoup sur le continent, où on a par exemple des incubateurs qui offrent des services à des jeunes entrepreneurs qui n'ont pas les moyens de payer une formation à plusieurs milliers de dollars. Les incubateurs n'ont pas cet argent eux-mêmes non plus, et ce sont des autres organismes, parfois des États, parfois des départements de coopération au développement et des choses comme ça, qui apportent les fonds, ou même des entreprises privées qui veulent se positionner comme favorables à l'entrepreneuriat. Et donc, dans ce cas-là, les incubateurs fournissent un service et sont payés pour, mais pas par les prestataires, mais plutôt par les financiers. Et je vois ici un commentaire qui dit que, en réalité, donc rien n'est gratuit, vendre ou se faire acheter, n'est-ce pas, Maxime? Tout à fait, tout à fait. Comme on le dit, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Et l'exemple typique, ce sont les cochons de l'abattoir. Est-ce que ce sont les cochons? En tout cas, des bêtes que vous engraissez le plus possible, qui sont contentes de manger à leur faim, d'être bien traitées. Et ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'en fait, vous les traitez aussi bien simplement parce que vous allez les tuer pour les manger et que donc, vous leur faites du bien parce qu'elles vous feront du bien sans savoir exactement à quelles conditions. C'est un petit peu la version, on va dire, un peu plus cynique, un peu plus trash, mais c'est à peu près ça, effectivement. Il y a toujours de l'argent quelque part, sinon rien ne peut se poursuivre sur le long terme. Et comme Maxime l'a dit, Facebook a des employés à payer, tout simplement. Tout simplement. Et les outils de communication que Facebook met à disposition des gens sont extraordinairement pratiques. Hein. Plus personne ne téléphone aujourd'hui, on est juste sur Messenger ou TikTok. C'est ça. Et donc, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Mais vous, évidemment, on ne parle pas de vous physiquement, hein, on parle plutôt de tout ce que vous laissez comme trace digitale sur Internet. Et ça nous amène, Laetitia, à la cerise sur le business gâteau. model le plus lucratif que Facebook ait eu jusqu'à présent, c'est ce qu'on appelle le big data. Ce business model, en fait, c'est un business model qui est basé sur la donnée. Les données sont le pétrole d'aujourd'hui. Hein, ce n'est pas auprès de 10 000 codeurs que je vais devoir argumenter là-dessus. Mais ça ne suffit pas. Hein. Donc, le pétrole, ce n'est pas parce que vous l'avez pioché qu'il vaut des millions ou des milliards. Ce qu'il faut, c'est le raffiner, le pétrole, pour générer justement la valeur, pouvoir le mettre dans le chauffage si vous êtes en Europe ou dans votre voiture si vous êtes ailleurs, en faire du plastique, etc. Le pétrole n'a de valeur que lorsqu'il est raffiné. Et les données, c'est la même chose. Elles n'ont de valeur que lorsqu'on leur donne du sens, lorsqu'elles sont organisées pour que les gens puissent décider sur base de ces données. Et donc, juste à titre d'exemple, Maxime, c'est toi, monsieur Donné, mais je vais le dire à ta place, la quantité de données disponibles en ligne double tous les 2 ans. Et ça, c'était il y a... Non, ça c'est maintenant. Ça, c'est maintenant. En 2013, la quantité de données en ligne, disponibles en ligne, doublait tous les 5 ans. Donc, 2013 tous les 5 ans, 2021, 2022 tous les 2 ans, et donc il y a toujours plus de données en ligne. Donc,
savoir faire le tri dans ces données, les comprendre et les mettre à disposition de manière utilisable directement et rapide, c'est ça l'or que Facebook a décidé de mettre à disposition en réalité de ses annonceurs, essentiellement. Mais Alors, pas que. mais pas que, effectivement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce business model des données est souvent en parallèle avec le business model dont Maxime vient de vous parler, qui est le business model des revenus cachés. Et pour quelle raison, en fait, Maxime, pourquoi c'est souvent avec des revenus cachés? Simplement parce que les données, une fois que vous les maîtrisez et que vous savez leur donner du sens, elles apportent de la valeur aux gens qui peuvent les utiliser. Alors, comment elles peuvent les utiliser? Je ne sais pas si je vais aller trop loin, mais Facebook, par exemple, utilise les données des utilisateurs pour améliorer l'expérience des utilisateurs. S'il voit que vous adorez regarder du foot, ben, vous allez voir de plus en plus de foot sur votre mur. S'il voit que vous êtes intéressé par tel ou tel autre sujet, ben, c'est ça qui va revenir le plus souvent. Ça, c'est une manière de Facebook d'utiliser les données pour améliorer l'expérience des utilisateurs. Après, il utilise ces données aussi pour améliorer l'expérience des annonceurs. Parce que avant l'Internet et avant les données, quand on faisait de la publicité, on investissait énormément d'argent pour mettre une grande affiche dans la rue sans savoir qui allait la regarder, ni si elle allait être regardée, si quelqu'un la regardait, combien de temps, est-ce que ça l'intéressait ou non. Et finalement, ça fonctionnait pareil pour la télévision. Hein. À la rigueur, vous saviez que si c'était une émission regardée plutôt par des personnes âgées, alors vous alliez essayer de mettre une publicité de produit qui est acheté par des personnes d'un certain âge à ce moment-là. Mais encore une fois, vous n'aviez aucune donnée, vous, sur le fait que cette pub a bien été regardée. Est-ce que les gens ont été aux toilettes ou se remplir un verre d'eau, ou est-ce qu'ils ont vraiment regardé la pub que vous avez diffusée à coût de milliers ou de millions de dollars. Et donc, les données, ben, elles ont mis un stop, elles ont arrêté tout cela, les publicités qu'on jetait en l'air en espérant qu'elles ramènent des bénéfices, et elles ont permis de maîtriser tout cela. Alors, pour en revenir au cas précis de Facebook, donc comme Maxime l'indique, les deux éléments qui sont typiquement modifiés par le business model de la data, ce sont les éléments how, puisque lorsqu'on fait un business model basé sur la donnée, il faut absolument avoir un outil de gestion et d'analyse des données. Je viens de voir dans vos commentaires que vous parlez justement du data analyst, et c'est exactement ça. Il y a de plus en plus de postes de data analyst parce que la donnée, c'est l'une des plus formidables ressources aujourd'hui. Et la particularité du how, c'est qu'en fait, on crée maintenant des profils d'utilisateurs avec des milliers de paramètres, qu'ils soient démographiques, géographiques, politiques, d'intérêt, etc. Ça, c'est la dimension how, grâce à la donnée. La dimension why, c'est que les données qui sont structurées et utilisables par des tiers pour prendre plus facilement des décisions, donc qui sont vraiment une aide à la décision, eh bien, elles diminuent l'argent nécessaire qui serait la conséquence de quand on se trompe. Et donc, si chaque personne devait constituer d'abord les données avant de pouvoir décider, eh bien, chaque personne devrait investir énormément d'argent. Et donc, lorsqu'une entreprise dit « moi, j'ai toute une série de données, je peux les analyser, leur donner du sens et les mettre à votre disposition pour que vous puissiez prendre des décisions à un montant qui est tout à fait raisonnable », eh bien, c'est une bonne raison pour moi, qui veut avoir un outil d'aide à la décision, d'acheter ces données. Alors, dans le cas précis de Facebook, bien, c'est ça qu'ils ont fait. Du côté who, ils n'ont rien changé ou très peu. Ils ont gardé les étudiants, les gens normaux, et en tout cas, de manière générale, des utilisateurs gratuits.
Ils ont gardé les annonceurs, mais ce qu'ils ont ajouté dans le what, au-delà du réseau social et de l'interface de publicité, ils ont ajouté ce qu'on appelle l'open graph. Si vous êtes codeur ou si vous êtes intéressé par Facebook depuis longtemps, vous aurez vécu cette période d'il y a près de 10 ans, je crois que c'est lorsque j'ai monté ma première start-up. L'open graph permettait en réalité d'avoir une cartographie, sans savoir qui aime quoi et qui est où, une cartographie que vous pouvez matcher avec soit votre site web, soit avec d'autres choses, et qui part de la démographie, des intérêts, du genre, etc., etc. Grâce à quoi? Grâce au how. C'est-à-dire que Facebook ne se contentait plus de l'analyse des comportements, mais Facebook a commencé à faire ce qu'on appelle un véritable profiling d'utilisateurs. Donc, par exemple, si vous avez l'air de chercher un emploi X, eh bien Facebook va vous montrer plein d'annonces de ce type d'emploi. Mais ce n'est pas pour vous faire plaisir à vous, même si Facebook sait que s'il vous fait plaisir, vous allez réagir à ces annonces d'emploi. Mais ces annonces d'emploi sont en fait des annonces que des entreprises annonceurs ont payées pour être vues des personnes qui ont déjà, par exemple, recherché un emploi dans un certain domaine ou s'intéressent à un certain domaine, etc., etc. Et donc, le véritable profiling des gens sur Facebook, de leurs intérêts, de leur démographie, a donné encore plus de valeur aux annonceurs. Et donc, comme Maxime l'expliquait tout à l'heure, on n'en est plus sur Facebook à faire de la publicité en espérant que, même si c'était déjà de la publicité assez bien calibrée, mais on en est à une maîtrise du retour sur investissement encore plus grand, puisque Facebook ne se contente plus de dire, ben voilà, on va prendre les gens de tel âge à tel âge, mais carrément les gens qui s'intéressent au golf. Toute personne qui s'intéresse au golf, si vous êtes une entreprise de golf, dès que vous publierez quelque chose sur le golf, vous avez 10 fois plus de chances, si vous avez cliqué « Être vu » de la part de ceux qui aiment le golf, vous avez 10 fois plus de chances de les cibler droit dans le mille. Donc, en termes de maîtrise du retour sur investissement et en termes de fiabilité, on est extrêmement loin de la télévision, du panneau publicitaire dans les rues, etc., sur lesquels, comme Maxime l'a indiqué tout à l'heure, on ne sait en réalité rien. Alors, on va quand même terminer cet exemple avec la recherche d'emploi. Merci Maxime. Donc, vous vous souvenez, donc on a parlé de la recherche d'emploi, ça commence dans une agence physique, on peut mettre ça en ligne, ensuite on peut faire intervenir les employeurs et les demandeurs d'emploi qui alimentent eux-mêmes une plateforme. Comment est-ce que la donnée améliore toute cette expérience et apporte plus de valeur? À partir du moment où elle utilise les données des profils des uns et des autres. Et donc, si vous vous êtes déjà inscrit sur un site de recherche d'emploi maintenant, on vous demande de mettre le secteur dans lequel vous cherchez ou de votre spécialité, on demande votre niveau d'études, on demande peut-être les langues que vous parlez, etc., etc. Et tout cela va faire que si vous êtes ingénieur informaticien, ça ne sert a priori à rien qu'on vous montre les offres de professeurs de français ou de jardiniers, parce que c'est trop éloigné de cela. Avant, c'était comme ça. Si vous ouvriez le journal avec les petites annonces d'emploi, vous deviez parcourir jardinier, enseignant, femme de ménage, mathématicien, scientifique, etc., avant de tomber sur informaticien. Ça y est, c'est pour moi. Maintenant, quand vous vous connectez et que vous remplissez votre profil, vous ne verrez que les offres qui correspondent à vos critères qui sont enregistrés dans votre profil. Ça, c'est pour les demandeurs d'emploi. Du côté des employeurs, ce sera pareil. Si un employeur a comme exigence de n'engager que des Bac+5, il mettra « Je veux voir que des profils Bac+5 ». Et l'application lui montrera automatiquement tous les profils Bac+5 qui correspondent à ces critères. À ce moment-là, par rapport à au business model avant, les gestionnaires de la plateforme ne doivent plus intervenir dans chaque dossier. Ils ne doivent plus dire « Ok, Bac+5, c'est eux, on envoie ça à l'employeur ». Non, là, c'est l'algorithme de la plateforme. Grâce aux données structurées. Grâce aux données structurées enregistrées par les utilisateurs, qu'ils soient employeurs ou demandeurs d'emploi,
qui permet de donner à chacun les informations dont il a besoin. Alors, avant de rendre la parole à Laetitia, qui va répondre du coup à la question de Boubacar, Boubacar qui lit dans nos pensées, à mon avis, hein, ou qui a hacké notre ordinateur pour voir la suite de notre présentation. Ce qui est important ici, c'est de bien comprendre que ce qui a fait le succès de Facebook, c'est la multiplicité de ces business models complémentaires. L'ajout de valeur systématique. Exactement. Parce qu'en fait, comme on l'a montré avec les recherches d'emploi, chaque business model peut être appliqué individuellement et peut générer de la valeur pour des groupes différents et les revenus peuvent venir de toutes sortes de directions. Mais c'est vraiment la conjonction de ces business models-là qui a fait que Facebook a pu décoller de cette manière. Et ne pas mourir. Hein. Et ne pas mourir. Maintenant, vous remarquerez que dans l'innovation de business model sur base du two-sided market, on avait donc les étudiants d'Harvard ou les utilisateurs gratuits de manière générale, puisque Facebook est sorti des universités, mais qu'on avait les annonceurs, et jusqu'à présent, ça a été une constante. D'accord ? Mais comme Facebook a modifié 3 dimensions de business model, on peut continuer à parler systématiquement pour Facebook de business model innovation. Alors, pour répondre à la question de Boubacar, quelle est la place de la version métaverse de Facebook sur ce business model innovation? Effectivement, Boubacar, tu lis véritablement dans nos pensées parce que c'était la question suivante et la question de fin. Qu'est-ce que Facebook va faire maintenant qu'il a clairement annoncé le métaverse, son métaverse? Alors, il faut savoir qu'ils ne sont pas les premiers à parler de métaverse. Il y a des années déjà qu'il y a des jeux comme SimCity ou je ne sais quoi qui constituaient déjà des univers parallèles, digitaux, dans lesquels les gens se perdaient et avaient toute une vie, hein, toute une seconde vie. D'ailleurs, il y avait Second Life aussi dans ce contexte-ci. Et donc, nous, on se fie aux déclarations de Facebook qui nous indiquent que non, ils ne vont pas se focaliser sur le hardware. Alors, le hardware, ça aurait pourtant du sens puisque Facebook a racheté, il y a quelques années, Oculus. Et Oculus, c'est une entreprise qui fait de la réalité virtuelle. Donc, les fameux casques, c'est la meilleure entreprise, ou en tout cas la plus grosse entreprise de réalité virtuelle, de casques de réalité virtuelle. Et donc, on aurait pu s'attendre à ce que Facebook se dise, ben voilà, mon business model et ma proposition de valeur, c'est que tous ceux qui veulent aller dans le métaverse m'achèteront des casques parce que ce sera la seule et peut-être la meilleure manière d'entrer dans le métaverse. Bien, il se trouve que ce n'est pas ce que Facebook a choisi. Alors, vous me direz, est-ce que le business model de Facebook, ce sera l'immobilier virtuel, c'est-à-dire lorsque vous créez un nouvel univers, eh bien, dans ce nouvel univers, il y a des rues, il y a des quartiers, etc. Et donc, si vous voulez avoir beaucoup d'argent, vous devez proposer aux gens qui veulent avoir de l'immobilier dans le métaverse d'acheter cet immobilier, parfois au prix de l'immobilier réel. Hein. Et donc, oui. À titre d'information, pour ceux qui ne sont pas du tout là-dedans, en 2021, les gens ont acheté pour plus de 500 millions de dollars de biens immobiliers virtuels. Virtuels. 500 millions de dollars. Ouais. On parle de maisons qui sont faites en pixels et en lignes de code. Hein. Qui n'existent donc pas. Qui n'existent pas dans la vraie vie. Faut le rappeler parce que parfois on oublie. Et donc, Facebook, interrogé en tout cas, a déclaré que non, le hardware, ce n'était pas la manière dont il avait l'intention de monétiser le métaverse. L'immobilier virtuel non plus. Pourquoi ? Parce que tant le hardware que l'immobilier sont 2 aspects qui rendent Facebook, ou en tout cas le métaverse, potentiellement inaccessible au plus grand nombre. Et donc, la déclaration de Mark Zuckerberg a été de dire, eh bien, en réalité, on va baser le modèle économique du métaverse sur les digital goods.
C'est quoi les digital goods? Ceux d'entre vous qui connaissent les NFT doivent probablement comprendre de quoi il s'agit, mais des biens virtuels, c'est assez simple. Un avatar, c'est un bien virtuel. Des vêtements pour votre avatar, c'est un bien Oui. virtuel. Et ça existe déjà, hein, pour ceux qui jouent qui jouent à des jeux vidéo sur leur téléphone. Vous jouez à un petit jeu de voiture et votre pilote peut être soit habillé basiquement comme tout le monde, soit personnaliser sa tenue et acheter une casquette. Donc, Voilà. vous achetez pour 1 $ ou 2 $ une casquette du pilote de votre voiture dans votre jeu. Voilà. Et effectivement, les gens ont depuis longtemps accepté d'acheter des biens virtuels pour peu que ça leur apportait d'une manière ou d'une autre de la valeur, à mon avis, émotionnelle dans leur vie virtuelle. Et donc, j'ai envie de dire wait and see. Au niveau où on suppose que ce sont les utilisateurs actuels de Facebook qui seront sur la plateforme. Au niveau des digital goods, mais aussi des créations digitales, Facebook va peut-être mettre sur pied une marketplace où d'une part on aura les créateurs de biens digitaux super bien dessinés, etc., et en 3D, avec des filtres, etc., et d'autre part les utilisateurs qui les achèteront. Donc ça, c'est une possibilité. Au niveau du how, peut-être que Facebook mettra en place fatalement cette marketplace ou autre chose. Et au niveau du why, c'est difficile pour moi, évidemment, de comprendre pourquoi les gens achèteraient des biens virtuels, mais à partir du moment où les êtres humains ont déjà démontré leur intérêt pour des biens virtuels et leur capacité à acheter énormément de biens virtuels, je ne doute pas que la valeur et la raison pour laquelle les gens achèteraient des biens virtuels soient validés pour que leur business model dans le métaverse fonctionne. Alors j'espère qu'on a répondu à la question de Boubacar, parce que ce soir, pour Facebook, c'est terminé. Alors, pas terminé de manière définitive, mais ce qui est important à retenir ici, c'est que Facebook, même si on le dit potentiellement par terre, l'histoire a démontré qu'il a toujours été capable de comprendre qu'il fallait créer de la valeur, plus de valeur ou différemment de la valeur, délivrer cette valeur et savoir comment la capter, la capturer pour survivre. S'ils ont compris ça par le passé, il n'y a aucune raison qu'ils ne le comprennent pas maintenant qu'ils ont perdu 23%, que du contraire. Alors, je ne sais pas, Maxime, si tu as envie d'ajouter quelque chose à ce que j'ai dit. Non, pas par rapport à Facebook et au métaverse, en Mais tout par cas. rapport à autre chose, oui. Donc voilà, on est arrivé à la fin de ce qu'on voulait vous raconter aujourd'hui. Maintenant, il faut garder en tête que tout cela est à la portée, on va dire, de tout le monde. Parce que la différence entre les innovations de business model et les innovations de produits, par exemple, ou de services, innover avec des produits, ça demande des investissements, ça demande de la recherche, ça demande des lignes de production. Alors que innover avec un business model, mais ça, vous pouvez le faire tout seul. Et donc, ne pas oublier, Tout seul ou presque. En tout et cas, avec vos utilisateurs pour aller valider évidemment. vos hypothèses. Mais il ne faut pas Mais oui. oublier que Facebook a été créé par Mark Zuckerberg tout seul, Dans une chambre d'étudiants. dans une chambre d'étudiants. Google a été créé à la base par 2 personnes. YouTube a été créé par 3 personnes. Ce sont des toutes petites équipes qui ont réussi à faire des choses là où on ne les attendait pas, à faire des choses totalement différentes qui n'existaient pas avant et à les monétiser en pensant justement à des business models innovants. Et donc, on a parlé de la digitalisation ici au début de ce webinaire. Posez-vous les questions, qu'est-ce qui pourrait, dans ce qui m'entoure, être digitalisé? Qu'est-ce qu'on pourrait passer en ligne et qui jusque-là n'existe que dans le monde physique? Et Dieu sait que pour ça,
l'Afrique est un terrain sur lequel il y a encore énormément de choses à faire. Mais surtout, quelle valeur ajoutée Toujours. la simple digitalisation de l'activité que vous observez autour de vous va, va représenter. Parce que sans valeur ajoutée, il n'y a pas l'élément why. Donc, souvenez-vous de cela. Oui, ça c'est à garder en tête, évidemment, à chaque fois que vous réfléchissez à un business model. Faites votre petit dessin de triangle avec les 4 petits ronds. Comme vous voyez, il ne faut pas être expert en dessin pour le faire. Non. C'est fait exprès. C'est juste pour vous amener à réfléchir et répondre aux bonnes questions. J'ai parlé de digitalisation. Vous avez aussi le marché double face. À ce moment-là, vous devez vous demander qui sont les parties prenantes dans votre secteur. Est-ce qu'il y a en fait 2 groupes d'utilisateurs différents que vous pourriez rassembler? Je rends là. Tu voulais terminer? Oui. Et donc, voilà, tout ça pour vous dire que pour chaque business model, il y a quelques questions à vous poser et qu'il ne faut pas vous fermer. Et surtout, ne pas forcément vouloir répéter ce qui a déjà été fait. Ou alors, regarder ce qui a été fait ailleurs. Parce que importer un business model qui a fonctionné, par exemple, en Argentine, au Cameroun. Ailleurs dans le sud. Oui, mais c'est aussi innover chez vous. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'innover au niveau mondial. L'innovation, elle peut être aussi dans votre ville ou dans votre pays ou votre sous-région. Et donc, ça, c'est le message de la fin. Vraiment, pensez large, faites vos petits triangles et voyez quels éléments vous pouvez modifier pour toujours apporter de la valeur à votre ou central ou à un autre ou qui naîtrait de votre réflexion. Donc le who, le qui. Le qui. Pas le who. Donc merci Maxime, merci à tous, merci Ndeye, Aram et Nyang, merci à Kuba, merci Boubacar, merci à tous ceux qui sont au-dessus et que je n'ai pas l'occasion malheureusement de relire. On vous dit à ciao ciao et au mois prochain. Ciao ciao.